Bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission Parole sans masque, avec aujourd'hui une invitée de marque, en la personne de Lisa Kamen-Hersig. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Alexandre. Bienvenue dans cette émission. Donc, vous l'aurez compris, une invitée de marque, puisque c'est une invitée médiatique, une invitée qui fait beaucoup parler d'elle par ses constats et son diagnostic sur l'éducation nationale qui est extrêmement pertinent, et on va le voir et on va pouvoir l'apprécier dans quelques instants. Alors, est-ce que pour tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Lisa Kamen-Hirsig, je suis enseignante à l'école primaire depuis une vingtaine d'années, même je dirais depuis 20 ans. Je crois que j'ai commencé en 2003, nous sommes en 2023, donc ça fait 20 ans. Après un parcours dans le conseil, puisque je travaillais dans la communication et dans le recrutement. Voilà, j'ai fait quelques années dans le conseil et je me suis reconvertie à la trentaine pour devenir, j'aime bien dire, maîtresse d'école. J'ai toujours eu des classes, bon, quand on fait la formation, on passe dans tous les niveaux, mais moi j'ai toujours eu plutôt des classes, on va dire de CM1, CM2, donc des élèves qui ont une dizaine d'années. Et je travaille dans l'enseignement privé catholique sous contrat. C'est-à-dire que l'école dans laquelle je travaille est une école qui fait partie du réseau des écoles qui a passé un contrat avec l'État et qui, en gros, applique les mêmes programmes que ceux qui sont appliqués dans le public et qui recrute ses enseignants de la même façon, sur concours, avec le même type de formation. Voilà, donc je fais ça depuis une vingtaine d'années à Paris. Très bien, oui, en effet, d'ailleurs, tu en parles, hein, je rentre dans le vif du sujet, dans ton livre. Tu parles donc que je présente ici, que je recommande à toutes et à tous, s'il veut bien s'afficher, voilà. C'est, La Grande Librairie qui est sortie il y a quelques mois seulement, Grande c'est ça? garderie. La La Grande grande garderie. Garderie, Si seulement l'école était voilà. une grande librairie, ce serait parfait, mais c'est une grande garderie. C'est un espoir qui se concrétise. Désolé pour le lapsus. Donc La Grande Garderie, qui est un livre que je recommande, qui est superbe. En plus, bah, c'est vrai que, alors attention, hein, je sais pas, je rentre pas dans le conflit générationnel, mais pour des gens comme moi qui étaient encore à l'école il y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que ça nous évoque énormément de choses, et peut-être que les personnes, des gens qui ont, voilà, qui ont des âges peut-être plus avancés, qui n'ont pas connu vraiment les programmes d'aujourd'hui, peut-être ça leur parle moins, mais pour les gens comme nous, c'est vrai que ça nous parle énormément. C'est un super livre. Alors en effet, tu as parlé déjà par rapport au contrat. En effet, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'école privée, c'est des écoles publiques, et même les écoles privées, ben, finalement, elles sont vraiment sous le diktat de l'État, de l'éducation nationale. C'est pas tout à fait vrai. Il existe des écoles libres, privées, hors contrat, qui ne sont pas subventionnées par l'État et dans lesquelles comment dire, les conditions d'exercice du métier sont beaucoup plus libres que dans les écoles publiques ou les écoles privées sous contrat. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas très nombreuses, même si elles fleurissent aujourd'hui, hein. Parce que l'éducation nationale fait mal son travail, les parents n'hésitent plus à inscrire leurs enfants dans des écoles hors contrat qui Mhm. autrefois avaient, on va dire, une couleur un peu confessionnelle, ou alors étaient des écoles avec des caractéristiques assez particulières, type école Montessori, école bilingue, ou des écoles qui s'adressaient à des élèves avec des grandes difficultés ou des handicaps. Aujourd'hui, ces écoles-là, finalement, sont souvent fondées par des parents qui ne savent plus où scolariser leurs enfants et accueillent un public tout à fait classique et pratiquent une pédagogie tout à fait classique, au sens où c'est une pédagogie ordinaire, classique au sens où elle est justement la pédagogie peut-être que j'ai connue moi dans les années 80, 70, 80, au moment où elle existait encore. Moi, je date le début de la gabegie de l'éducation nationale, je date ça des années 60, 70. Je dirais que les pédagogistes ont commencé à faire des ravages dans ces années-là. Alors évidemment, il y a toujours un petit délai avant que toutes les écoles soient infectées. Mais en gros, je dirais que dans les années 80, moi, j'ai encore reçu un enseignement de qualité et un enseignement relativement classique. On étudiait Victor Hugo à l'école, on étudiait les mathématiques, l'arithmétique, le calcul, etc. On n'avait pas des cours d'écologie ni des cours d'éducation sexuelle à l'école primaire. Bien sûr. Et toi, finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être enseignante? C'est une question qu'on se pose parce que tu es un témoin important, et vraiment, je pense que beaucoup de gens peuvent te remercier de soulever ces problèmes-là. D'ailleurs, tu vois que tu es doublé par la télévision, sans citer de chaînes qui justement font des reportages et qui vont aussi dans ton sens. Alors, c'était pas axé exactement sur les mêmes choses que toi, mais
qui était quand même axé sur le désastre de l'éducation nationale aujourd'hui. Oui, Qu'est-ce oui. qui t'a donné envie d'être enseignante? Ben, moi, quand je travaillais dans le conseil, comment dire, j'ai choisi ce secteur-là un peu par défaut parce que j'ai fait des études de droit déjà un peu par défaut. Après avoir raté des études de sciences politiques, j'ai tout fait un peu par défaut. Et enfin, c'est très facile à dater, le 11 septembre 2001, euh, deux avions sont entrés dans des tours et les budgets de mes clients, à peu près au même moment, se sont effondrés, les budgets de mes clients que j'avais dans la communication. Et ça m'a complètement remise en question. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ce métier? Et je le faisais essentiellement, on va dire, bon, j'aimais beaucoup ce métier, je m'amusais beaucoup, mais je le faisais quand même essentiellement pour gagner de l'argent. J'étais commerciale, donc je gagnais beaucoup d'argent, en particulier avec un système de bonus. Et quasiment du jour au lendemain, mon salaire a été divisé par deux. Et je me suis demandé pourquoi j'étais là. Donc, je me suis demandé aussi ce que je voulais faire au fond de moi quand j'étais petite fille et je me suis rappelé que j'avais très envie d'enseigner. Donc, je me suis donné un an pour passer le concours d'enseignante, enfin d'enseignant, hein, c'est le même pour les hommes et les femmes. Ouais. Et je me suis donné un an et je l'ai eu du premier coup et ça s'est très bien passé. J'ai été affectée près de chez moi. Voilà, j'étais bien classée. Donc, tout s'est bien passé quand j'ai pris cette décision-là. Donc, finalement, c'est un rêve d'enfant. Hein, quand j'étais petite, j'aimais déjà jouer à la maîtresse. J'ai toujours beaucoup aimé lire, hein. Moi, je suis tombée dans la lecture à 4 ans et demi, j'ai appris toute seule. Et du jour où j'ai su lire, je n'ai plus lâché les livres. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont élevée de manière très, comment dire, très libre et qui m'ont toujours encouragée à lire tout ce qui me tombait sous la main. Et cette passion pour la lecture, comment dire, est tellement forte que j'avais très envie de la transmettre à des petits-enfants. Voilà, c'est la passion pour la lecture et la passion pour la transmission en général, puisque moi j'ai l'impression d'avoir reçu beaucoup de choses de mes propres parents, de mes grands-parents, de tous les adultes qui m'entouraient. J'ai l'impression d'avoir eu une enfance de rêve et d'avoir eu cette chance-là et d'avoir eu des adultes autour de moi qui transmettaient beaucoup de choses. Donc j'ai eu envie à mon tour de transmettre. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. Et puis voilà, je fantasmais beaucoup le fait d'être maîtresse d'école dans une classe avec un tableau noir et d'avoir des petits-enfants qui apprennent avec moi, de vivre chaque année une aventure différente avec une classe différente. Alors, il se trouve que c'est vrai, hein, c'est-à-dire que cette réalité-là existe. On est très libre quand on est dans une classe. On est très, quand on, comment dire, quand on dit maîtresse d'école, on est quand même vraiment maître de sa classe. Le problème, c'est toute l'institution qui va autour. C'est tous les moments où on n'est pas seul avec ses élèves. C'est tous les moments où on nous enjoint de faire des choses qui, à mon sens, ne rentrent pas dans cette mission de transmission. Et alors c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine, même si c'était pas ta vocation première, il y avait quand même une certaine volonté, voilà, d'enseigner. Il y avait un certain goût de la littérature. Est-ce que alors peut-être pas dans ton école, je sais pas, mais est-ce que tu retrouves ces vocations avec les autres enseignants que tu as l'occasion de croiser? Est-ce que ça se ressemble ou est-ce qu'il y a d'autres motivations qui reviennent régulièrement, par exemple? Il y a de tout chez les enseignants, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de ce métier, qui ont très envie d'enseigner pour transmettre. Et il y a beaucoup de gens qui font leur métier avec beaucoup d'intelligence, liberté et qui ont à cœur de remplir leur mission. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de gens aujourd'hui qui choisissent ce métier, à mon avis, pour de mauvaises raisons, qui Ouais. sont la stabilité. Le fait d'avoir un statut de fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire, puisque dans le privé sous contrat, on n'est pas fonctionnaire, mais enfin, c'est tout comme, qui choisissent ce métier pour les vacances, hein, c'est pas une légende quand même, il y a des gens qui font ça pour cette raison-là. Il y a aussi beaucoup d'enseignants qui choisissent ce métier par défaut, parce que ils savent pas trop quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas le courage de sortir de l'école, parce que finalement, devenir enseignant, si on devient enseignant comment dire, dès la fin de ses études, à aucun moment on ne sort de l'école pour aller travailler dans une entreprise. Et ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est une grande défiance ou en tout cas une grande ignorance de la part des enseignants du monde de l'entreprise, qu'ils n'ont jamais côtoyé et qui, en tout cas, dans lequel ils n'ont jamais travaillé pour la plupart d'entre eux. J'ai
un ami, il y a pas très longtemps, qui travaille, ou je crois que c'est au Grand Paris. Ils avaient Mmh. organisé une sortie, destinée aux enseignants pour proposer aux enseignants donc de visiter, des entreprises parisiennes et en région parisienne. C'était gratuit, c'était sur le temps de travail, c'était proposé par, le rectorat enfin conjointement avec, je crois que c'était le Grand Paris et ils n'ont Ouais, eu aucune, demande. Personne n'a souhaité visiter les entreprises, heu, en tant qu'enseignant, en fait, ça n'intéresse pas les gens. Donc d'accord. comment dire? Cette séparation entre le monde de l'entreprise et le monde des professeurs est inquiétante, je trouve, parce que, elle conduit aussi à une certaine défiance, quand on moi, ce que je raconte dans mon livre, je trouve que les petits enfants ont souvent un grand sens, hem, comment dire? Ont un grand sens entrepreneurial. Ils ont quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils sont nombreux à dire qu'ils veulent Ouais, être OK. créateurs, chefs d'entreprise, gagner de l'argent, fabriquer des choses, et quand on les retrouve 10 ans plus tard, après les années collège et les années lycée, on les retrouve dans la rue à scander, «La retraite, on s'en fout, on veut pas bosser du tout». Et il y a comme qu'est-ce qui s'est passé entre les 2? Bah, il s'est passé le collège et le lycée et quand on regarde la manière dont les enseignants en ce qu'on appelle aujourd'hui les SES, donc les sciences économiques et sociales, présentent le monde de l'entreprise, la concurrence, la mondialisation et cetera, tout ça est toujours présenté de manière extrêmement négative. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas moi qui invente ça. Il y a des rapports parlementaires sur le sujet, plusieurs rapports parlementaires et des rapports de l'Académie des sciences morales et politiques qui pointent, le fait que dans les manuels de sciences économiques et dans les programmes de sciences économiques, on présente le monde avec un angle de vue, marxiste, c'est-à-dire un angle de vue de lutte des classes. Et tout est présenté sous l'angle des inégalités qui seraient criantes. Voilà, la mondialisation, c'est terrible parce que ça défavorise les pauvres. L'iconographie de ces manuels est systématiquement, comment dire? Orientée pour montrer, des pauvres enfants dans les pays du tiers-monde, avec, à côté, des patrons avec des bretelles et des gros ventres et des cigares, qui exploitent, les gamins dans les usines au Bangladesh. Le patron est systématiquement montré comme, un infâme bonhomme, qui profite, des autres. Voilà, c'est systématiquement présenté comme un homme, en général ventripotent. Donc finalement, l'image qu'on donne aux jeunes gens de l'entreprise est très souvent négative. Et forcément, au bout d'un moment, ça oriente, ça les oriente, hein, ça les influence. Au bout d'un moment, on peut pas être complètement hermétique à ce qui est présenté à longueur de journée dans une classe ou dans une école. D'ailleurs, tu en parles, hein, dans ton livre, hein, cette école idéologique, cette école qui veut enseigner des valeurs républicaines, ce qui c'est très flou en fait, hein, les programmes qu'on vous propose. J'ai même aimé à un moment donné, tu dis, j'ai fait, si j'ai bien compris, j'ai fait en fait, un petit peu mon propre programme d'histoire, notamment sur la Révolution et après je l'ai comparé avec ce qu'on nous demandait et en fait, on vous demandait de faire beaucoup moins, d'en dire le moins possible et de résumer de façon, très grossière en fait, l'histoire de France. Alors, en particulier sur certains points, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement développées, qui, à mon avis, n'ont pas cette importance en réalité dans l'histoire de France. Voilà, Ouais. alors déjà, l'histoire de France dans les manuels est très souvent présentée maintenant de manière thématique. Par exemple, les enfants au XIXe siècle ou les femmes dans la Révolution, les agriculteurs au Moyen Âge. Alors que, à mon avis, avec des petits enfants, la démarche doit être chronologique. La démarche thématique doit être réservée, à mon avis, à des élèves plus âgés, voire aux universitaires hein, qui font des thèses sur tel ou tel sujet. Mais avec des petits enfants qui sont déjà pas bien, comment dire, qui ne se situent pas bien ni dans l'espace ni dans le temps. À mon avis, il faut des repères très chronologiques. Alors là où, effectivement l'anecdote que je raconte, c'est que j'ai donc été inspectée cette année-là, et comme j'ai été inspectée, je suis quand même allée mettre mon nez dans les programmes pour être sûre, enfin sûre, pour être sûre de ne pas être complètement hors programme. Parce que c'est vrai que je faisais un petit peu les choses à mon idée, et j'ai regardé mes pro mon comment dire? Mon programme d'histoire par comparaison avec le programme d'histoire de l'éducation nationale. Il se trouve que cette Mmh. année-là, j'enseignais, la Révolution française. Et moi, j'enseigne dans le privé catholique, à l'époque, dans un très beau quartier dans lequel, dans mes classes, il y avait, de nombreux élèves descendants, d'aristocrates, des gens qui ont, Ouais. des particules dans leur nom de famille et cetera. Donc je ne me voyais pas, au moment où j'enseignais la Révolution, passer sous silence, la terreur et les meurtres de Robespierre et du comité de salut public.
J'ai même emmené mes élèves visiter la conciergerie, puisque c'était la prison révolutionnaire, dans laquelle il y a des plaques avec le nom des gens qui ont été guillotinés sans autre forme de procès. Et je me suis aperçue que cette partie-là de la Révolution française ne figurait pas au programme. En gros, les programmes sur la Révolution française s'arrêtent à l'instauration de la République, donc en septembre 1792, et ensuite on évoque la mort du roi. En gros, le roi serait mort, si on ne le dit pas, on peut imaginer que le roi est mort de sa belle mort. Heu, on ne parle pas du fait qu'il ait été exécuté par des révolutionnaires, enfin avec un procès, tout à fait sommaire. Donc, moi je suis pas pour comment dire? Je suis pas pour qu'on monte en épingle non plus, la terreur. Je suis pas pour faire une histoire contre-révolutionnaire, mais il me semble qu'il faut équilibrer les points de vue et qu'il faut parler de tout. Quand on sort d'un cours sur la Révolution française et qu'on n'a jamais entendu parler du Comité de salut public, de la terreur, de la Vendée, de la résistance des Vendéens, de la résistance des Chouans, je pense qu'on n'a pas reçu la totalité de l'enseignement nécessaire. En tout cas, on ne sait pas, on ne connaît pas tout ce qu'on doit savoir, même petit, sur la Révolution française. D'ailleurs, je me permets juste de lire une phrase de ton livre par rapport à l'épisode que tu dis, que j'ai marqué parce qu'il m'a vraiment marqué, sans faire de jeu de mots de répétition. Ayant l'inspectrice sous la main, je lui ai demandé si, à ses yeux, cette omission était intentionnelle ou non. Qu'essayons de cacher aux enfants? Nous n'avons pas le temps, madame, ce sont des détails. Cette période n'a duré que quelques mois. C'est scandaleux. Oui, oui, Enfin, oui, il se trouve que c'est vrai, hein, la terreur, heureusement, n'a duré que quelques mois, mais enfin, c'est un événement majeur de l'histoire de France et on bien en sûr. parle encore aujourd'hui. Dans la vie politique française aujourd'hui, l'épisode révolutionnaire, sa violence, ses contradictions, le fait que la Révolution française, ait coupé la France en 2, a encore aujourd'hui des conséquences durables. La Révolution française, malgré ce qu'en disent les programmes d'ailleurs, n'est pas la même que la Révolution anglaise qui a lieu 100 ans plus tôt, qui est une révolution qui laisse intactes les classes bourgeoises et la propriété privée. La Révolution française confisque les biens des gens qu'elle persécute, exile, enfin déporte les clercs, les gens d'église, guillotine par dizaines des gens qui n'ont pas bénéficié de procès. Ça n'est pas le cas de la Révolution anglaise et on présente toujours ces deux événements comme comment dire, ayant un lien, enfin en parallèle. Oui. Ça n'est pas du tout la même chose. La Révolution anglaise, encore une fois, a laissé intacte la propriété privée et les classes sociales anglaises, même si le roi, effectivement, je crois, a été exécuté aussi, mais c'est quand même complètement différent. Et la Révolution française aujourd'hui a encore des conséquences dans la vie politique. Quand vous écoutez Monsieur Mélenchon parler, il a des accents de tribun du Comité de salut public. C'est la même chose. Je le Si on revendique n'a d'ailleurs. pas en tête les excès de la terreur, on peut passer à côté des excès de ceux qui la réinstaureraient volontiers aujourd'hui. Il le revendique d'ailleurs, hein, tu fais bien d'en parler, puisque Monsieur Mélenchon trimballe son pro-terreur un petit peu partout. Je l'ai entendu d'ailleurs dans une émission avec, c'était avec, il me semble, avec Monsieur Elkabbach, où d'ailleurs il parlait de l'épisode de la Révolution française en disant oui, mais finalement c'est pas très grave qu'ils ont fait ça, puisque d'autres l'ont fait également. Donc finalement, Oui, ça, oui. Et puis la fin justifie les moyens et puis finalement c'est une façon de rayonner pour la France puisque, les bolcheviks, les Khmers et cetera, tous ces gens se sont réclamés des révolutionnaires français donc en plus ça a laissé des traces et aux yeux d'un Mélenchon, c'est quelque chose de formidable. Moi je pense qu'il faut enseigner les choses, en entier. Il s'agit pas avec des petits enfants de s'étendre sur les massacres, de parler de choses, enfin il faut pas parler forcément de choses très violentes pour qu'ils comprennent qu'il y a eu des excès, hein. Il suffit de présenter les choses de manière, objective et de dire que, ben, dans une révolution, il est très rare quand même qu'une révolution ne tombe pas dans des excès, hein. C'est aussi une bonne leçon d'histoire parce qu'on entend les petits enfants sont révolutionnaires parfois. Ils veulent tout casser, tout changer, ils trouvent, au nom de l'injustice et de la lutte contre les injustices, ils sont prêts à voler aux riches pour donner aux pauvres, hein. Mais on sait bien dans l'histoire que ça mène toujours à des exactions, à des excès. On sait par expérience que c'est, comment dire?
que c'est néfaste et que par ailleurs, on en revient en général au point initial. Pas très intéressant, puisque la Révolution française, finalement, a débouché sur l'instauration d'un régime autoritaire. Ben, Napoléon, que je sache, n'était pas un grand démocrate. On est bien d'accord. D'ailleurs, la plupart, malheureusement, des Français, j'en ai fait le test, hein, je me suis amusé à faire le test parce que je ne le croyais pas. Et c'est vrai que demander, par exemple, aujourd'hui, quel a été le dernier roi de France, enfin, en permanence, on vous dit Louis XVI. En permanence, Louis XVI. Personne n'est au Ah oui. courant qu'il y a eu Napoléon III, par exemple. Tout le monde pense qu'on n'a eu qu'un seul empereur. Mm. C'est vrai que c'est absolument fascinant de voir vraiment le manque de connaissances. Mais des fois, c'est pas forcément la faute des personnes, des citoyens, c'est parce que l'école n'apprend plus, ne fait plus son travail. Oui, Et, mais alors l'enseignement du 19e siècle, en particulier, est toujours un enseignement axé sur le travail des enfants, la révolution. On parle de la révolution industrielle pour la montrer comme une phase d'enrichissement des industriels, des patrons, etc., et d'exploitation des enfants, des femmes par ces gens-là. Et on présente tout le 19e siècle comme un progrès vers la Troisième République qui, euh, qui aurait mis fin par des lois sur les libertés privées et publiques, qui auraient mis fin à un mouvement de concentration du pouvoir dans les mains des capitalistes et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le 19e siècle sert à démontrer des thèses marxistes à l'école. tout à fait. Alors, par contre, dans ton livre, tu dis que, alors tu en as parlé tout à l'heure également, que l'école souffre du manque d'heures qui est attribué justement pour les matières principales, pour les matières fondamentales, à savoir, par exemple, la langue française. Est-ce que c'est qu'une question de temps ou est-ce que c'est aussi une question de programme? Est-ce que c'est les deux? Quelle est ton analyse sur la question? C'est les deux. Au départ, je pense qu'il y a un parti pris politique et idéologique et qui consiste à dire que la belle langue, l'orthographe, la grammaire sont des matières élitistes qui favorisent la violence de classe et que donc il faut comment dire égaliser les conditions, donc ne pas enseigner des choses trop élitistes, trop compliquées. Donc on supprime la grande littérature, on supprime l'enseignement de la grammaire classique, on supprime le grec et le latin. L'orthographe est très largement simplifiée. On supprime l'exercice de la dictée, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Donc ça, je pense qu'il y a une volonté assumée. D'ailleurs, c'est pas que je le pense, c'est que quand on écoute les pédagogues des années 60, 70, ils disent que le monde est coupé en deux entre les héritiers et les autres, et que pour ne pas défavoriser ceux qui n'ont pas hérité, il ne faut pas que l'école soit enfin, délivre un contenu trop compliqué. Parce que finalement, ceux qui bénéficient de ce contenu compliqué sont les enfants qui sont aidés à la maison et qui reçoivent plus à la maison et qui déjà arrivent à l'école à 5, 6 ans en sachant lire, en ayant partagé des choses avec leurs parents, etc. Donc il faut que l'école égalise ces conditions-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier mouvement. Alors, de fait, quand on cesse d'enseigner des matières telles que le français et qu'on a quand même les enfants 6 heures par jour devant les yeux, bah, il faut bien remplacer ce temps d'enseignement par quelque chose. On ne peut pas ne rien faire avec les enfants. Il faut les occuper, sinon c'est intenable. Un groupe de 30 élèves, si vous leur donnez rien à faire, vous tenez pas longtemps. Donc qu'est-ce qui se passe? On remplace ces enseignements que je juge moi fondamentaux par des nouvelles religions, des idéologies, alors l'écologie, l'antiracisme, l'égalité entre les garçons et les femmes, toute forme d'égalitarisme qui permet de combler le temps passé, de faire comme si on enseignait quelque chose et qui en réalité remplace les enseignements fondamentaux par des nouvelles idéologies, des nouvelles religions. On a violemment extirpé la religion chrétienne de l'école au début du XXe siècle en interdisant aux congrégations d'enseigner. Euh, Ça a même été très problématique puisque il n'y avait pas assez d'enseignants publics pour remplacer tous les enseignants religieux qu'il y avait dans les écoles, à tel point qu'on les a rappelés pour enseigner dans les écoles agricoles, enfin les lycées agricoles, parce qu'il n'y avait pas assez de gens pour enseigner. Mais après avoir extirpé violemment la religion de l'éducation nationale, enfin du ministère de l'Éducation nationale, donc réservé l'enseignement religieux à des écoles privées,
finalement, on a remis dans l'école toutes sortes de religions païennes, hein, qu'on nomme assez, comment dire, de manière très neutre, les valeurs de la République. Alors, pour moi, la D'ailleurs, laïcité est une nouvelle religion. C'est-à-dire que ça devient, on voue un culte à la laïcité. Comme si les pays qui n'avaient pas la laïcité dans leur constitution et dans leurs valeurs, dans les valeurs de l'État, instruisaient moins bien les petits enfants. C'est pas vrai du tout. Vous allez en Suisse, par exemple, il n'y a pas ce principe de laïcité. Et les petits Suisses, que je sache, ne sont pas moins cultivés et moins éduqués que les petits Français, au contraire. Il y a des tas de pays où l'État n'est pas laïque et ça ne pose aucun problème à l'enseignement. De toute façon, les valeurs de la République, en soi, ne portent pas de contenu instructif. Et les pays comme, je sais pas quoi, l'Angleterre ou la Belgique, qui sont des monarchies, sont des ouais. pays qui instruisent leurs élèves. Et pourtant, ce ne sont pas des républiques. Donc la République, en soi, n'est pas une garantie d'instruction. Encore faut-il savoir ce qu'on met là-dedans. D'ailleurs, tu as mis en difficulté, Apolline de Malherbe, justement, qui te posait la question en disant: «Mais c'est très important, d'inculquer ces valeurs de la République», qui en a bon, qui en a fait des tonnes, un petit peu comme d'habitude, hein, bien que je l'apprécie. Et clairement, tu l'as mis en difficulté en disant: «Mais est-ce que les petits enfants anglais, par exemple, sont, moins éduqués, moins, intelligents parce qu'ils sont pas en République?» Et ça, elle a pas su répondre, clairement. Donc là, tu as marqué un point. Et puis, tu parles également dans ton livre, et ça aussi, l'émission que j'évoquais tout à l'heure le démontre de façon hallucinante, j'ai vraiment pas d'autres mots, c'est le numérique. Le numérique qui prend une place beaucoup trop importante. D'ailleurs, toi, dans le livre, tu l'écris, hein, tu dis rendez-moi mon tableau avec les craies. Parce que aujourd'hui, tu te souviens, donc on va la citer, hein, cette émission qui était sur M6 il y a quelques jours, où on voyait un prof d'allemand faire du coup Ah comme oui. une sorte de conférence sur plusieurs classes en même temps. Et au final, la personne qui faisait le commentaire disait le seul mot en allemand qu'il aura dit, c'est, je crois, Guten Tag ou quelque chose comme ça. Ça a été le seul mot en allemand qu'il ait dit parce qu'il a tellement passé son temps à essayer de régler les problèmes de technique, les problèmes parce qu'il Oui. n'entendait pas les élèves, etc. C'est une catastrophe. Est-ce que toi, tu le vis? Est-ce que ça vient aussi dans ton école? Mais c'est une hystérie, le numérique, depuis 2014. Il y a eu un plan national pour le numérique à l'école contre la fracture numérique, encore une fois, qui est vue comme une inégalité entre les pauvres et les riches, donc contre la fracture numérique en 2014 ou en 2015, je ne sais plus, en tout cas c'est sous la présidence de Monsieur Hollande. Je crois que c'est Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là. Donc ces gens-là ont mis en place un plan national pour le numérique à l'école. Et on certifiait, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, c'est encore en ligne, que 100% des écoles seraient équipées de tableaux numériques, que 100% des élèves auraient des tablettes et des ordinateurs à l'école. Euh, et c'est ce que j'appelle le culte du cargo. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Bon, pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas, le culte du cargo, c'est un culte qui a lieu, je crois, encore aujourd'hui dans des îles de Polynésie, dans lesquelles des Américains, au moment de la Seconde Guerre mondiale, avaient déployé un certain nombre d'infrastructures, des aéroports, des pistes d'atterrissage, etc., et qui leur permettaient de livrer de la nourriture par avion cargo. Donc à chaque fois que des gens, les soldats américains appelaient dans des radios, il y avait des avions qui arrivaient et qui déchargeaient, je sais pas quoi, du riz, des pâtes, Ouais. je sais rien, du corned De beef l'alimentaire pour les soldats. Pardon? de l'alimentaire de base. Oui, voilà, des denrées alimentaires. Et les gens qui vivaient sur ces îles-là, qui étaient des gens, on va dire, plus primitifs, ont vu qu'à chaque fois que ces soldats parlaient dans un poste radio, les cargos arrivaient remplis de nourriture. Quand les Américains sont partis à la fin de la guerre, bah, il n'y avait plus de nourriture qui arrivait par avion. Donc ces gens-là ont développé un culte, une vraie religion du cargo. Ils ont fabriqué des radios dans des morceaux de bois, des pistes d'atterrissage, des espèces comment dire, de radars, de tours de contrôle, en pensant que s'ils parlaient là-dedans, il y aurait de nouveau des avions qui arriveraient avec de la nourriture dedans. Et nous, en France, on est très victime de ce culte du cargo. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des pays dans lesquels l'instruction se fait bien, il y a des pays dans lesquels les enfants apprennent à l'école, etc. Ces pays, ceux qui sont toujours les mieux classés dans tous les classements PISA, Teams et compagnie, sont à peu près systématiquement les pays asiatiques, on va dire le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, voilà, en gros, c'est Singapour.
C'est des États dans lesquels, effectivement, les enfants sont bien instruits. Alors, il faut savoir que c'est des États dans lesquels il n'y a quasiment aucune mixité sociale ou religieuse à l'école. Mais c'est vrai que ce sont des pays qui sont très technophiles et qui sont eux-mêmes producteurs de technologies informatiques et numériques performantes. Donc on s'est dit, bah, comment faire pour que les petits Français réussissent mieux? Bah, mettons du numérique à l'école. Ouais. Alors évidemment, non seulement ça ne fonctionne pas, ça coûte une fortune. Tout ça, c'est piloté par l'État. Donc autant vous dire que les ordinateurs qui sont choisis sont des vieux coucous. Enfin, et c'est jamais les bons qui sont choisis parce que c'est des appels d'offres qui sont basés sur des critères complètement ahurissants. Il y a même des cas où les gamins ont revendu dans le mois les ordinateurs sur le bon coin parce qu'évidemment, on leur livre une tablette à 600 balles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la revendent le lendemain pour récolter 400. Mais eux, ils l'ont pas payé, c'est l'État qui l'a payé. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que les enfants qui apprennent le mieux, et dans les classes sociales les plus riches, et chez les enfants qui ont le plus, qui reçoivent le plus de leurs parents, on Ouais. n'utilise pas les technologies informatiques. Les gamins qu'on met sur écran toute la journée, c'est les pauvres. Et Ouais. donc, que fait l'école? Elle poursuit à l'intérieur de l'enceinte scolaire les erreurs que les parents font à l'extérieur de l'école. Donc, en pensant qu'on va instruire des enfants avec des logiciels, avec des dessins animés, avec des jeux. Alors, on ludifie tout, c'est-à-dire qu'on pense qu'un enfant apprend mieux quand il a l'impression de ne pas travailler, ce qui est absolument faux, d'autant que les enfants sont pas dupes. Ils savent très bien que quand on leur colle un truc sur un écran avec, je sais pas quoi, des petits jeux éducatifs, c'est quand même du travail, ça les ennuie très vite. Ouais. Et toutes les études montrent que ça a l'effet inverse de celui recherché, qu'on apprend moins bien avec un ordinateur. Euh, je ne suis pas pour la suppression complète de l'informatique à l'école, hein. Il y a des choses très intéressantes qui sont faites. Et puis, je pense par exemple qu'on pourrait très bien apprendre aux enfants comment dire, à coder ou à piloter des petits robots ou des choses comme ça. Ça pourrait être très intéressant. Une Mais l'idée technologie. de tout enseigner par l'informatique est une aberration. Et là, le reportage que tu évoques, c'est une scène complètement ahurissante puisque la promesse de l'État, c'est qu'il y ait un professeur devant chaque classe à la rentrée 2023, donc la rentrée passée. Pour qu'il y ait un professeur devant chaque classe, euh, on n'hésite pas à faire intervenir un professeur qui est chez lui par Ouais. l'intermédiaire d'un dispositif type Zoom, à l'intérieur de plusieurs classes en même temps, avec des élèves de cinquième, il me semble, cinquième, quatrième, donc des élèves relativement jeunes, Ouais. ils sont tout mignons, hein, ils n'ont qu'une envie, c'est de participer, d'apprendre l'allemand, et on voit qu'ils sont finalement assez disciplinés, assez obéissants, hein. Moi, franchement, je les trouve très bonnes pattes, tous ces petits enfants, qui sont surveillés par un surveillant qui ne parle pas un mot d'allemand, qui est là pour régler les problèmes techniques. Et finalement, l'heure se passe en tentative de la part du professeur d'essayer de compter les élèves dans la classe pour faire l'appel. Évidemment, il ne voit pas parce il est chez lui et la caméra ne balaye pas l'ensemble de la classe, donc il ne voit pas si tous les élèves sont là. Euh, il est assez désagréable avec les enfants, mais comme il ne les a pas Oui. devant lui, c'est facile hein, d'être désagréable avec un public qui n'est pas directement là. On n'est pas, comme disent les Suisses, on n'est pas à portée de baffe. Donc c'est facile. Il peut être très désagréable avec ses petits-enfants qui sont parfaitement charmants. Et finalement, effectivement, à la fin de l'heure, ils n'ont dit que quelques mots d'allemand dans une ambiance terrible. Enfin, c'est déplorable. Les pauvres sont. Et on voit, il n'y a pas de remise en question de l'éducation nationale là-dessus. Moi, j'ai entendu personne, après la diffusion de ce reportage, dire oui, effectivement, c'est une erreur. Quand on dit un professeur devant chaque classe, il faudrait que ce soit un professeur en chair et en os. Je n'ai rien entendu sur ce sujet-là. Ils ne s'excusent pas de ce genre de choses. Je pense qu'ils trouvent ça même assez formidable. Il faut savoir qu'il y a une direction numérique à l'éducation nationale qui est assez nombreuse. Enfin, il y a un grand nombre de fonctionnaires dans cette direction, que chaque direction de l'éducation nationale, en général, est dupliquée à tous les niveaux du millefeuille administratif. Donc, s'il y a une direction nationale numérique, il y a sans doute, je n'ai pas vérifié, mais une direction régionale numérique, une par région, puis une direction départementale numérique, une par département. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Par ailleurs, il y a quand même énormément d'entreprises privées qui ont flairé le bon filon, parce que tout ça, ça fait des ventes d'ordinateurs, ça fait des ventes de logiciels, ça fait des ventes de hotline pour réparer les choses qui ne marchent pas. Donc tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que c'est l'avenir de l'enseignement en France. Il faut savoir qu'il y a plein de pays qui en sont déjà revenus.
En Suède, ils sont en train de supprimer les tablettes et les ordinateurs des écoles. Il faut savoir que les gens qui produisent ces dispositifs-là, je pense aux grands patrons de la Silicon Valley, envoient leurs propres enfants dans des écoles avec des tableaux noirs sur lesquels on écrit à la craie et dans lesquels il n'y a pas d'ordinateur du tout, et qu'ils sont pas dupes, eux. Ils savent très bien qu'on apprend beaucoup moins bien en virtuel qu'avec un professeur réel. Bien sûr. Ou un D'ailleurs, pardon? Non, je dis un professeur réel ou un bon livre, parce que les Ah gens oui. vont dire que je suis là, que je presse pour ma paroisse et que j'ai peur de me retrouver au chômage à cause d'un ordinateur. Moi, j'ai beaucoup appris, dans les livres toute seule. J'ai aucun problème avec le fait qu'on puisse apprendre seul, parfois seul devant un ordinateur aussi, mais un dispositif collectif, type Zoom pour apprendre l'allemand dans une classe de 20, je pense que c'est très mauvais. Oui, et puis on sait qu'il y a un vrai nivellement par le bas également dans l'école. Ce reportage, il accentue aussi beaucoup sur la sécurité. Un sentiment, alors attention, hein, c'est pas dans toutes les écoles, on est d'accord que là, ça accentué vraiment sur des écoles, plutôt en banlieue parisienne, si j'en crois, un petit peu ce que j'ai vu. Et la sécurité à l'école devient un vrai Sécurité à problème quand l'école on devient un voit vrai que, problème. même ce qu'on appelle des pions, des surveillants, sont même complices de bagarres et cetera. Et je l'ai vécu moi-même, hein, quand j'étais au collège, je l'ai vécu également, de voir des surveillants qui d'un côté disaient: «Bon, lui on l'aime pas, donc c'est pas grave s'il se fait un peu mettre à l'amende». Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce problème? Est-ce que je sais qu'il y a quelques années, des responsables politiques, notamment à droite, avaient proposé qu'il y ait un policier qui soit là, la journée pour, en cas de problème, qu'il puisse intervenir directement, pour des gros problèmes naturellement. Mais qu'est-ce que tu penses de cette idée? Est-ce que tu penses que la sécurité à l'école, c'est un vrai défi pour demain? Ah mais c'est un vrai défi, mais c'est pas seulement la sécurité à l'école, hein, parce que ce qui se passe dans l'école, c'est ce qui se passe dans la société. Le problème, à mon avis, c'est que l'État, se mêlant de tout, ne fait rien correctement. Donc au lieu de se disperser et de prendre en charge, de souhaiter prendre en charge, tous les aspects de nos vies, y compris, le fait qu'on fume sur les plages, le fait, qu'on se vaccine, l'éducation, la santé et cetera, l'État devrait se concentrer sur les missions régaliennes. Quand j'ai fait mes études de droit, j'ai choisi une filière de droit public. Ma première leçon de droit constitutionnel, c'était les missions de l'État sont la tranquillité publique, l'ordre public et la sécurité publique. Ces missions-là ne sont pas remplies par l'État français. Et ce qui se passe à l'école n'est que le reflet de ce qui se passe dans le reste de la société. Il se trouve que ça nous choque davantage, puisque dans les écoles, par définition, il y a des enfants. Et que, évidemment, quand on concentre des enfants quelque part, on donne aussi à ceux qui veulent faire peur ou qui veulent, voilà, qui veulent terroriser une population, on leur donne une occasion de se faire, entre guillemets, de se faire plaisir. Alors, moi, je pense que de toute façon, toute la société française devrait apprendre à manier des armes et qu'on ne devrait pas interdire le port d'armes aux citoyens alors que finalement, dans les banlieues, les racailles en ont tous. Il n'y a pas de raison que les seuls qui soient dépossédés de la possibilité de se défendre soient les honnêtes gens. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut que tout le monde sache utiliser une arme pour se défendre et que tout le monde ait la possibilité d'avoir une arme s'il le souhaite. Je pense même qu'il faut apprendre aux enfants relativement jeunes à utiliser, une arme, hein. C'est pas encourager, les gens à se battre que de leur permettre de se défendre. Encore une fois, si je prends la Suisse a une armée de milices, et ce Oui, qui veut dire enfin, les gens, les soldats suisses, repartent à la maison avec leurs fusils, leurs grenades, leurs bardas, et cetera. Il n'y a pas d'attaque, de grande ampleur en Suisse avec des armes que les gens rapportent chez eux et tout le monde est armé. Hem, Par ailleurs, il me semble que, hem, il y a un moment où, il faudra accepter, on va le constater, on va le voir, que les gens, ne mettent plus leurs enfants à l'école par peur. Alors ce sera même plus la peur qu'ils ne soient pas instruits, ce sera la peur qu'ils ne reviennent plus à la maison le soir parce qu'ils ont été, harcelés, violentés, voire pire, tués dans un attentat. Donc oui, et ce que l'État a fait il y a quelques années, en interdisant, l'instruction en famille et en abaissant l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, rend pénal finalement le fait de garder ses enfants à la maison. Mais il y a un moment où les gens vont se rendre coupables, vont garder leurs enfants à la maison parce que, même, s'ils s'exposent à des peines, à des amendes ou à des peines de prison, vous envoyez pas la prunelle de vos yeux à l'école si vous risquez de ne pas la retrouver le soir.
Et donc c'est malheureusement, je pense que c'est ça qui va se passer, et que c'est pas le signe d'une défaillance de l'école, c'est le signe d'une défaillance de l'État. C'est beaucoup plus large que la défaillance de Mmh. l'éducation nationale, qui existe par ailleurs. Mais, finalement, la défaillance de l'éducation nationale est l'un des aspects de la défaillance générale de l'État français. D'ailleurs, monsieur le ministre Gabriel Attal, à la fin donc de ce reportage, cette émission, a fait un long entretien où il essayait de démontrer que, il travaillait énormément pour cela. À certains aspects, à certains égards, sur certaines choses, il était plutôt convaincant, j'allais dire, même si, quand on n'a pas toutes les données, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à avaler. Mais, bon, on a vu le logiciel également qui était absolument, désuet. C'était vraiment le Minitel, hein, pour remplacer un professeur absent. Et puis, derrière, il a bien insisté, il l'a dit à plusieurs reprises: «Je suis le premier employeur d'Europe», et il le disait comme si Ah mais c'était il en quelque est très chose de, fier, oui, voilà, comme si c'était une il en fierté est alors très que fier, il en justement, est très voilà, il en est très fier et c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est-à-dire qu'il passe très bien, monsieur Attal, les gens l'adorent, et tout le monde pense qu'il va sauver l'éducation nationale. Moi, je ne crois pas que l'éducation nationale sera sauvée par le haut, par un ministre ou par un gouvernement. Je pense que, il faut privilégier les initiatives, privées, bien sûr, qui pullulent aujourd'hui, hein, puisque les gens, se prennent en main, et qu'il faut rétablir, l'égalité, la justice, entre les citoyens en leur permettant de choisir l'école de leurs enfants avec un système de chèque éducation, de ouais, bons éducation, et cetera. Et que finalement, les solutions, viendront, alors quand je dis d'en bas, c'est évidemment entre guillemets, c'est-à-dire, de la société civile, des gens qui créent des écoles, des gens hem, qui inventent, des systèmes de financement. Alors il y a des tas de fondations aujourd'hui qui sont tout à fait privées, qui permettent à ces écoles de vivre, mais il y a une forme d'injustice quand même, puisque aujourd'hui, quand vous payez vos impôts, vous payez pour l'éducation nationale, mais si vous voulez mettre votre enfant dans une école privée, bah, vous double payez finalement. Vous avez déjà payé vos impôts, donc normalement vos enfants devraient pouvoir être scolarisés gratuitement. Si vous ne souhaitez pas vous mettre vos enfants dans une éducation, à l'éducation nationale, vous êtes obligé de repayer. Et c'est là, je pense que il faut rétablir la justice fiscale. Ça pourrait être fiscal, par exemple la défiscalisation des écoles privées déjà, première étape. bien sûr, On défiscalise bien les petits cours. C'est-à-dire que quand votre môme revient de l'école et qu'il n'a toujours pas appris à lire et à écrire à l'école, finalement, vous vous payez Academia ou je ne sais pas quel petit cours le soir. Ça, c'est défiscalisé. Mais si vous voulez le mettre dans une école privée dans laquelle il apprendra pour le coup à lire et à écrire, ça, vous le payez plein pot. Donc, il y a quelque ouais, chose d'injuste là-dedans. Donc, la première chose absolument. à faire, ce serait peut-être de défiscaliser ces écoles euh, pour éventuellement passer sur un système de chèque éducation ou de bons ou de chèque et de compte épargne éducation, comme ont certains États américains, de permettre à des écoles privées type charter school, comme il y a aux États-Unis ou en Angleterre, de se créer, c'est-à-dire des écoles qui fonctionnent avec de l'argent public, mais qui ont un statut privé dans lequel en fait, ces écoles acceptent de remplir les conditions imposées par l'État, mais ont une liberté totale de recrutement, de licenciement et d'application des programmes. Ça fonctionne très bien dans plein d'autres pays. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas en France. Euh, voilà, et je pense pas que Gabriel Attal, résoudra les problèmes de l'éducation nationale puisque comme tu le dis, pardon, il est très fier d'être le premier employeur, d'Europe. Il adore avoir tout ce pouvoir entre ses mains. On le voit jubiler dans ce reportage d'avoir ce pouvoir entre ses mains. C'est tellement Oui, il le répète, français, cette concentration, cette jubilation de voir tout concentré entre les mains d'un seul. Ça me désole. bien sûr, absolument. Hem Qu'est-ce que tu penses du fédéralisme? Alors, on va le dire, hein, je pense que c'est public, hein, d'ailleurs tu le dis dans ton livre, hein, tu es à moitié suissesse. Alors, on dit que c'est une confédération, on va pas rentrer dans un débat parce que c'est pas tout à fait vrai, mais, on va dire que pour, aller, dans la simplicité, c'est plutôt un modèle fédéral. Est-ce que tu penses que le fédéralisme en France est possible et est-ce que, dans le domaine de l'éducation nationale, ça pourrait aider également? Entre autres, hein. Alors moi, je pense que le fédéralisme, au sens constitutionnel du mot, n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé d'en arriver là. Par ailleurs, je pense que le modèle suisse, alors qui fonctionne très bien pour l'éducation, parce qu'il n'y a pas d'éducation nationale en Suisse. Il y a un système, d'abord, ça s'appelle l'instruction publique. Et c'est un Ouais, système cantonal. Il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale, puisque en Suisse, il y a toujours 7 ministres qui sont tour à tour présidents de la Confédération et qui émanent des chambres, qui émanent des deux parlements, puisqu'il y a deux chambres, une qui représente les cantons et une qui représente le peuple. oui.
Et il n'y a pas de ministre d'éducation nationale, il y a des directeurs de l'instruction publique. Dans chaque canton, il y en a un qui se concerte, je crois, une fois tous les 2 ans pour mettre en place, enfin, pour ajuster les programmes, les diplômes surtout, puisqu'évidemment, il faut que quelqu'un qui obtient son diplôme à Zurich puisse aller travailler à Coire ou à Genève ou à Bâle. Donc, ils se mettent d'accord pour que tous les diplômes soient compatibles d'un canton à l'autre, etc. Donc, c'est un système qui est extrêmement décentralisé. D'ailleurs, ça fonctionne si bien qu'il n'y a quasiment pas d'école privée en Suisse, puisque les gens sont satisfaits du système public, donc ils mettent logiquement leurs enfants à l'école d'en bas, hein. Il n'y a que quand ça ne fonctionne pas que les gens cherchent une alternative privée. Et il n'y a que quand ça ne fonctionne pas qu'on est obligé de mettre en place une carte scolaire. Parce que sinon, les gens ils n'ont pas intérêt à faire 15 km pour emmener leurs enfants à l'école alors qu'ils ont une bonne école en bas de chez eux. Donc, pour moi, le fédéralisme n'est pas nécessaire pour en arriver là. Il suffirait de s'inspirer de la Suisse et de sa subsidiarité, de son principe de subsidiarité. Maintenant, je crois que la Suisse est le produit euh, d'une géographie, d'une histoire longue déjà, puisque c'est un pays qui s'est créé en 1291, donc d'une géographie qui est quand même particulière, puisqu'il y a 70% du territoire qui n'est pas habitable, exploitable, qui est couvert par des montagnes, et qui produit elle-même, cette géographie et cette histoire produisent une mentalité. La mentalité suisse est très attachée à sa liberté. Alors, c'est des gens qui ne supportent pas la concentration du pouvoir. C'est un pays qui est très égalitariste, contrairement à ce que les gens pensent. L'indice de Gini en Suisse est très bon par rapport à l'indice de Gini en France, qui est moins bon après répartition, ce qui est quand même incroyable. Et la deuxième chose, c'est que la mentalité suisse est très attachée au travail. Parce que justement, on a un territoire sur lequel il n'y a pas de ressources naturelles, qui est un territoire vraiment très ingrat et qui oblige les gens à être à la fois ingénieux et industrieux. Et donc, le produit de cette mentalité, de cette histoire, de cette géographie, c'est la Suisse d'aujourd'hui. Les Français peuvent sans doute s'en inspirer sur certains points. Je ne suis pas sûre qu'ils le souhaitent. J'ai pas l'impression que, en tout cas pas l'État français, pas l'impression qu'il ait très envie de s'inspirer de la Confédération. Quand les ministres français vont là-bas ou quand le président, par exemple M. Macron, y est allé il n'y a pas très longtemps, c'est systématiquement pour se moquer de ce petit pays enclavé, petit pays de banquiers, radin, pas très créatif, etc. Moi, j'entends toujours ça. Moi, je pense quand même qu'il y aurait des points sur lesquels il faudrait, en tout cas, s'inspirer, parce que prendre modèle, c'est compliqué. Mais ce que je vois, c'est que quand les Français parlent de décentralisation, en fait, ils confondent la subsidiarité et la décentralisation. Ils voient la décentralisation, ils voient l'autonomie des territoires et l'autonomie des établissements scolaires, par exemple, comme le fait que l'État octroie des droits aux gens, octroie des droits aux directeurs d'école. En Suisse, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les gens, de temps en temps, octroient des droits à l'État et se Oui. réservent toujours la possibilité de les récupérer. Donc en fait, la subsidiarité, c'est l'inverse de la décentralisation. Oui, bien sûr. C'est le principe, c'est que tous les pouvoirs sont d'abord dans l'individu, puis éventuellement dans la communauté autour de lui, la famille, puis dans la commune, la ville, puis dans le canton, et finalement, ce qui reste, c'est pour l'État. En France, c'est l'inverse. Tous les pouvoirs sont à l'État, et de temps en temps, il donne du pouvoir à des départements, des régions, des personnes. Et moi, j'avais été invitée à la conférence de presse de Monsieur Pap Ndiaye en 2020, bah, forcément en 2022, puisqu'il est resté ministre assez peu de Oui. temps. Euh, euh, et je l'avais entendu parler avec bonheur de décentralisation, d'autonomie des établissements, etc. Je m'étais dit, bah voilà quelqu'un qui a bien compris où était le problème. Donc pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, il a parlé de ça et du fait qu'il était très important d'autonomiser les établissements. Tout ça pour finir par conclure qu'il fallait généraliser à toute la France le dispositif qui avait été mis en place à Marseille. Donc en fait, la décentralisation à la Papendiaï, c'est la généralisation à tout le pays d'un dispositif local. Donc M. Papendiaï avait inventé la décentralisation qui centralise. On prend l'exemple marseillais et on l'implémente partout en France. Donc la conclusion, pour moi, c'était Euh, il n'a pas compris ce que voulait dire autonomie, il n'a pas compris ce que voulait dire décentralisation, puisque pour lui, la décentralisation, c'est la généralisation d'un exemple local. oui, voilà. Bon, après, je pense que ses compétences n'ont pas fait fureur, hein, puisque comme tu le soulèves, il n'est pas resté longtemps. Euh, Après, est-ce qu'il y a un ministre
de l'éducation nationale qui trouvent grâce à tes yeux sur les 20 dernières années? Est-ce que tu peux saluer le travail d'un d'entre eux, par exemple? Moi, j'ai rencontré, enfin, grâce à mon livre, j'ai rencontré Monsieur Darcos, qui est maintenant Oui, président de l'Institut de France. Euh, il se trouve que oui, c'est peut-être lui, à mon avis, qui était comment dire, le mieux intentionné. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, il n'avait pas eu de pouvoir. Et je crois que c'est le trait commun à tous ces gens. C'est-à-dire que quelles que soient leurs intentions, quelle que soit leur bienveillance vis-à-vis des enfants et des familles, finalement, ils ont très peu de pouvoir puisqu'ils se heurtent systématiquement à des syndicats très puissants, une bien sûr. administration pléthorique. 350 000 personnes à l'éducation nationale ne sont pas enseignants. Hein. Il y a 850 000 professeurs et 350 000 non-professeurs, qui est un ratio complètement délirant par rapport à ceux des pays voisins. Et que finalement, ce mammouth, comme l'appelait Monsieur Allègre, comment dire, si ce mammouth refuse d'aller dans le sens que le ministre souhaite lui voir prendre, il peut tout à fait le faire. Je pense quand Monsieur Blanquer a voulu remettre la méthode d'apprentissage syllabique de la lecture à l'école, c'est-à-dire obliger les professeurs à, à enseigner la lecture avec la méthode syllabique. Il s'est heurté à des syndicats et à des enseignants qui disaient: «Nous, on ne le fera pas. Mmh. Que faire?» Alors, comme ces gens sont fonctionnaires, ben, on ne peut pas les licencier parce qu'ils refusent d'appliquer un une méthode. La liberté pédagogique est un principe en France, donc Bien on ne sûr. peut pas licencier quelqu'un parce qu'il ne fait pas, il n'applique pas les méthodes souhaitées. Donc moi, je pense qu'un ministre de l'Éducation nationale n'a finalement pas beaucoup de pouvoir et que, enfin, moi, je prône la défonctionnalisation du métier. Et là, je On ne a me bien fais pas que des amis, je le sais bien. Mais je pense qu'en plus, ce serait aussi très positif pour les enseignants eux-mêmes. Parce que défonctionnaliser le métier, ça voudrait dire aussi être dans la possibilité de négocier son salaire, de négocier sa localisation, son affectation géographique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les professeurs de collège, par exemple. Ça veut dire aussi pouvoir passer, d'une école à l'autre, voire pouvoir quitter, comment dire? L'enseignement pour aller travailler, je dis n'importe quoi, dans le conseil ou dans la boulangerie, hein, et revenir dans l'enseignement en gardant, un statut, ses points de retraite et cetera, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle, même il n'y a même pas de passerelle entre les écoles privées et les écoles publiques. Si je veux aller travailler dans une école publique, alors que j'ai les mêmes, compétences que mes collègues du public, je ne peux pas le faire, c'est la guerre. Oui, oui. Donc pour moi, l'une des grandes, comment dire? L'une des grandes réformes à faire, de façon très urgente à l'éducation nationale, c'est la défonctionnalisation du métier. Supprimer, ce concours qui donne une rente à vie et qui fait que, voilà, on passe un concours à 20 ans et on est censé être compétent toute sa vie pour enseigner. Et développer, des systèmes de formation et d'enseignement, pour les pour les professeurs, qui soient efficaces comme le font les pays du Nord, par exemple. Alors, tu as raison et je pense que, peu de gens se rendent compte, parce qu'on est aussi beaucoup endormis dans un système, peu de gens se rendent compte à quel point, nous avons un nombre de fonctionnaires très important et surtout, que beaucoup de ces fonctionnaires, hein, l'émission le présentait, ces fameux voyages, financés, à l'étranger pour faire des rapports de 20 pages, c'est juste ahurissant et l'argent que ça coûte et surtout, l'utilité zéro, l'utilité zéro. Hem, Toi, tu fais un constat, tu écris ce livre qui apporte beaucoup aussi au débat public, mais tu sais très bien qu'avec l'actualité, les choses, les gens pensent à autre chose, vont penser à autre chose très vite. Est-ce que, comment tu te vois ton avenir? Est-ce que, voilà, ton rôle va se limiter à avoir témoigné, ce qui est déjà très important, pour le débat public? Ou est-ce que tu penses t'engager? Est-ce que tu penses que, tu peux être utile pour, apporter ta pierre à l'édifice, dans ce combat sur l'éducation? Bah, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis très optimiste, où je vois que les gens j'ai reçu beaucoup de courriers après la publication de ce livre, y compris, d'hommes politiques, qui sont intéressés par ce que je dis et qui me consultent. Donc je me dis qu'il y a quand même, des gens de bonne volonté et qui sont prêts à comme disait Peggy, «Il suffit pas de croire ce que l'on voit, encore faut-il voir ce que l'on voit». Parce qu'en fait, le constat que je fais, tout le monde l'a devant les yeux tous les jours. On voit bien que les enfants sortent de l'école sans savoir lire, écrire, compter. Les statistiques sont là.
toutes les statistiques, c'est-à-dire qu'elles mesurent les compétences des élèves en sixième, en quatrième, puis aux Journées de la Défense, qu'elles soient internationales, qu'elles portent sur un domaine particulier, toutes les statistiques montrent que nos élèves sont dans une situation d'illettrisme, d'innumérisme, et que ça ne va pas s'arranger tout seul. La tendance est plutôt à la détérioration et la détérioration rapide. Donc, ce qu'on a devant les yeux, ce que j'ai devant les yeux, ce que tu as devant les yeux, tout le monde le voit. Mais voilà, c'est pour ça que je cite Peggy. Encore faut-il voir ce que l'on voit. Une fois qu'on a vu ce que l'on voyait, il faut se dire qu'il y a des possibilités d'agir. Et en France, c'est pas évident justement parce que l'État concentre tous les pouvoirs, parce que la société civile finalement est assez impuissante. Donc moi, ce qui me rassure, c'est que parfois, enfin, depuis quelques mois, je suis consultée par des gens qui font de la politique à haut niveau, c'est-à-dire des gens qui sont ministres ou ex-ministres, qui sont encore Tu dans le la dis dans ton course livre. Pardon? Pardon, tu le dis dans ton livre, tu dis même que tu as rencontré des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Oui, 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 mais je les ai rencontrés, c'est eux qui ont pris l'initiative de me rencontrer. Et Mhm. c'était avant la sortie de mon livre. Donc Oui. j'ai cet optimisme-là quand même. D'abord, enfin, voilà, je ne ferai pas mon métier si on n'a pas l'optimisme chevillé au corps. Il faut choisir un autre métier parce que enseigner à des petits-enfants, ça veut dire penser qu'on peut améliorer les choses et qu'on peut transmettre quelque chose. Donc, je suis quelqu'un d'optimiste et je crois qu'on peut changer les choses. Là où je suis beaucoup moins optimiste, c'est que je vois quand même une grande partie des Français, et là, je ne parle plus des hommes politiques, je parle des Ouais. Français, du peuple français, qui ne souhaitent pas que les choses changent, parce qu'en fait, si les choses changeaient pour l'éducation nationale, si par exemple on défonctionnalisait les professeurs, bah, ça voudrait dire on défonctionnarise aussi d'autres métiers. Or, en France, il y a énormément de gens qui vivent de la rente publique. Donc, les gens sont toujours libéraux pour les autres. Hein. Ils trouvent toujours injuste que les autres touchent l'argent des impôts. En revanche, quand c'est eux qui touchent l'argent des impôts, soit parce qu'ils sont eux-mêmes fonctionnaires, soit parce qu'ils touchent, je sais pas quoi, des chèques essence, des chèques bois et des chèques, pas des chèques en bois, hein, des chèques pour acheter du bois, et des chèques pour rénover leur appartement, là, ils trouvent ça normal. Donc en fait, il y a toute une éducation. C'est pour ça que je parle beaucoup dans mon livre, je parle beaucoup comment dire, d'enseigner l'économie et le droit aux petits-enfants. Parce que je pense qu'il faut maintenant que les gens se rendent compte que c'est dans leur intérêt que l'État se désengage de leur vie, de nos vies à tous. Et que finalement, si on nous restituait une grande partie, parce qu'il n'y a pas de pays où il n'y a pas d'impôt du tout, mais si on nous Bien sûr. restituait une grande partie de l'argent qu'on nous prélève quand on nous paye notre salaire, ou qu'on nous prélève quand on gagne de l'argent par, je sais pas quoi, l'investissement ou la vente d'un appartement, l'héritage, etc. Si on nous restituait cet argent-là, on nous restituerait aussi la liberté qui va avec. Et Absolument. les gens pensent, un très grand nombre de Français pensent que cet argent public, on le leur doit. Ils voient bien qu'ils sont pauvres, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont pauvres à cause de l'État. Que si on leur restituait les 50, les 80% de charges qu'on prend sur leur salaire tous les mois, ils seraient pas pauvres, en tout cas beaucoup moins, et Bien qu'ils pourraient choisir peut-être l'école de leurs enfants, et qu'ils pourraient aussi choisir leur assurance maladie, qu'ils pourraient aussi choisir de chauffer leur appartement avec un poêle à bois ou un chauffage électrique. Et que finalement, ça n'est pas à l'État de faire ce choix pour moi. Ça n'est pas à l'État de dire si j'ai le droit de fumer des cigarettes ou non. Ça n'est pas à l'État de dire si j'ai le droit de chauffer mon appartement comme ci ou comme ça. Et là où je suis parfois un peu désespérée, c'est que quand j'entends les Français parler autour de moi, mes amis, les parents d'élèves, quand je regarde les informations à la télévision, j'entends beaucoup de gens qui sont piégés dans ce système centralisateur et étatique et qui n'ont pas forcément envie d'en sortir. La liberté fait peur, hein. La liberté, c'est forcément aussi la responsabilité. Donc Bien évidemment que sûr. ça fait peur, mais quel bonheur quand elle existe et qu'on peut l'exercer. Bien sûr, et d'ailleurs, ce sera, je pense, le mot de la fin. Tu as participé au Week-end de la Liberté organisé par le Cercle Frédéric Bastiat. J'ai invité son président Mmh. à la dernière émission, Patrick de Casanove. Est-ce que tu as un retour à faire, vu qu'on avait fait cette émission pour en faire la promotion? Est-ce que cet événement t'a semblé pertinent et t'a semblé constructif? Ah oui, oui, hein, c'est passionnant. Enfin moi j'ai assisté
peu près à toutes les conférences. Je travaillais le vendredi, donc j'ai pas pu y aller la journée du vendredi, mais j'ai assisté à la conférence du vendredi soir, puis il y a toutes les conférences du samedi et du dimanche. J'ai trouvé ça passionnant parce que moi, c'est vrai que je suis très centrée sur l'éducation et donc il y a des tas de sujets que je ne connaissais pas bien et les orateurs étaient tous passionnants, chacun dans son genre, avec à la fois des styles oratoires différents, des sujets variés mais c'est toujours de très bonne tenue. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Tout est toujours très sourcé, et très pédagogique. C'est-à-dire que on moi, je ne suis pas comment dire, une grande connaisseuse, des penseurs libéraux, par exemple. Mais voilà, ces gens-là prennent le temps de citer leurs sources, de faire référence à ces grands auteurs, comment dire, de contextualiser, leurs interventions dans un comment dire? Oui, dans un courant historique. Donc c'est passionnant, c'est très sympa parce qu'évidemment, alors les gens échangent, toutes les questions sont autorisées, le format est très agréable parce que c'est des conférences qui durent 45 minutes, mais après il y a largement le temps, d'échanger. Voilà, donc moi non, j'ai beaucoup apprécié, ces 2 jours, presque et demi, à Dax. Bon alors il faut aller à Dax. C'est sûr que c'est pas, Ouais. mais pendant un week-end, c'est le centre du monde, voilà. Eh ben, je te remercie pour ton retour. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir, sincèrement, de t'avoir dans cette émission. Et tu reviens quand tu Merci à veux. toi. Il y a un nouveau livre, n'hésite pas à revenir dans l'émission. Et Ah j'invite d'accord, bien merci. sûr toutes celles et ceux qui nous écoutent, non seulement à acheter ton livre, je me permets de le remontrer. Donc cette fois-ci, je fais pas l'erreur, La Grande Garderie. Et évidemment, à s'abonner à cette chaîne. Et voilà, et on suivra ton travail avec grand intérêt. Je te remercie. Merci Alexandre.